Magazines, les kiosques, ces magazines qui décryptent l'actualité politique bouillant de l'air en République démocratique du Congo. Transport dans la ville-province de Kinshasa, 3000 agents déployés pour faire respecter les codes de la route. Et quand les transports en commun deviennent un calvaire dans la ville-province de Kinshasa, hier déjà, avec bien évidemment la grève de chauffeurs, plusieurs parents, enseignants, fonctionnaires n'ont pas pu accéder dans leur lieu de travail suite aux difficultés liées au transport. Cette question va être analysée et débattue au cours de votre magazine Kiosque avec nos invités. Et puis un an depuis la prise de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu par l'AFC M23, un an après, y a-t-il possibilité de reconquérir encore une fois de plus cette ville ou cette partie de la République démocratique du Congo, bien qu'il y ait des efforts qui sont en train d'être fournis pour résoudre la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond les retraits des troupes rwandais dans les sols congolais, conformément à l'accord de Washington signé entre les États-Unis d'Amérique, en fait la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Cette question va être analysée et débattue au cours de ces magazines kiosques. Et puis le Rwanda reconnaît officiellement sa collaboration avec l'AFC M23. Son ambassadeur accrédité aux États-Unis d'Amérique, il a affirmé à travers une déclaration faite au Congrès américain, une coordination militaire avec l'AFC M23 dans un système défensif pour protéger bien évidemment la population Tutsi et parvenir qui sont en fait victimes, selon eux, de la violence dans cette partie du territoire national congolais. Quelle solution pour remédier à cette problématique? Faut-il dialoguer comme le souhaitent plusieurs acteurs politiques, un dialogue inclusif pour endiguer la crise sécuritaire dans cette partie du territoire, avec cette affirmation de l'ambassadeur? Analysez, commentaires au cours de votre magazine de prédilection kiosque avec nos invités. Gérard Lemba, la symbolique, salut. Merci beaucoup Eddy. Bonjour à tous nos téléspectateurs, comme aussi à tous les auditeurs de Ralik. Aussi à mes co-débatteurs qui sont sur ce plateau ici, je vous salue. Toute l'équipe de CCTV, en tout cas, nous vous disons merci pour l'invitation. Donc voilà, comme nous avons l'habitude de dire, que Dieu vous bénisse. Il dit, je crois, la semaine passée, j'ai fait l'annonce de notre frère, comme dans le Seigneur, que le Seigneur a décidé de rappeler, Thomas Landou Longi, qui est mort depuis la semaine passée. Alors, je profite un peu de ton micro pour annoncer que c'est ce vendredi ici, le 30, qu'il y aura un veille mortuaire au niveau du centre missionnaire de Mbinza sur avenue Mbamba 31. Hein? Mbamba 31, c'est là qu'il y aura veille mortuaire. Et puis, le samedi, le lever du corps aux cliniques universitaires. Voilà un peu ce que j'ai pensé placer comme un mot. Donc, je sais qu'il est chef de travaux à l'IPEN, il y aura beaucoup d'étudiants. Il est aussi cadre à l'ONATRA. Donc, c'était juste pour d'entrer un peu avec cette annonce. Voilà un peu. Merci. Très bien. Monsieur Kandi, salut. Salut. Salut à toi, Eddy. Salut à Joe et puis à Gérard. Sans oublier toute l'équipe technique et puis administrative de cette télévision qui nous accueille souvent ici. Et, je réitère mes vœux les meilleurs pour cette année 2026 à l'ensemble, non seulement de ma famille, mes connaissances, mais aussi aux téléspectatrices et téléspectateurs. Et comme un petit biscuit, je voulais quand même revenir une minute sur l'ONATRA.
qui était un des fleurons de la République démocratique du Congo, ONATRA, à l'époque, donnait de l'argent, prêtait de l'argent à l'État. Aujourd'hui, c'est un canard boiteux. Et quand on regarde la richesse de cette entreprise au niveau immobilier, quand je pense qu'en 60, puisque le premier PDG noir, c'était un proche de la famille, puisque le mari d'une tante, il avait trouvé 183 bateaux pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on en a combien? Même pas un dixième. Ça pose un problème. Est-ce un problème de gestion? Est-ce un problème des moyens? Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont retraités, qui n'ont pas eu leur décompte. Sans compter ceux qui y travaillent, qui n'ont pas de salaire. Dans une entreprise normale, quand on est, on peut dire, en cessation des paiements, à la fois pour se retraiter, pour les salariés, on concocte, on met en place un plan. On met en place un plan qu'on appelle un plan social, un plan de restructuration. On n'a pas besoin de traîner tous ces mondes-là. On doit emprunter et faire en sorte que ces gens-là qui sont à l'âge de la retraite partent à la retraite. Et pour les autres, quand ils ont des projets personnels, pourquoi ne pas les aider avec des enveloppes pour aller monter seul ou en petit groupe des entreprises? Je ne sais pas comment on gère nos entreprises de portefeuille ici, nos entreprises commerciales de l'État. Ça pose un problème. Donc c'est ce que je voulais dire. Il y a de quoi réellement revenir à la gestion de l'État en général, l'administration de l'État, l'administration de la ville et aussi des entreprises comme celle qui a été le fleuron principal de l'État congolais, l'ONATRA. Voilà, salut à tous les personnels qui groupissent dans la misère là-bas. Et puis j'espère que d'ici, dans les mois et les années qui viennent, les choses vont être restructurées dans le sens de pouvoir régler ce problème. Très bien. Joe Maïlé. Monsieur Dikabia, bonjour, je vous salue. Je réitère les salutations à nos co-débatteurs avec qui nous allons écouter dans le monde de l'unité. Très bien, salutations à la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, président de tout le Congolais sérieux et consciencieux. Je réitère aussi mes salutations à mon président du Congo Mon Héritage, l'excellence Yvon Mundadi. Pourquoi pas à mon frère Prince Itokola qui m'accompagne ce matin. Vous savez, par ricochet, il y a 2-3 histoires que je peux embrasser rapidement pour ne pas être kilométrique. La première des choses, nous sommes habitués, quand je dis nous, la plupart de ceux qui passent à la télé, nous sommes habitués toujours à donner une certaine visibilité, prêter main forte aux politiques. Mais j'ai eu à découvrir depuis pas mal de temps un entrepreneur congolais, un très jeune, ce qui me pousse à propulser cette communication de sa part, c'est parce qu'il est jeune, c'est parce qu'il a voulu investir ici au Congo. Il opère dans le domaine de la construction, vente des objets et des matériaux de construction. Son nom c'est Israël Verson Mundaza. Pourquoi j'ai eu à citer son nom? Parce que c'est un jeune Congolais et c'est un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat. Alors l'État congolais aussi construit, les paisibles Congolais aussi construisent, que ce soit l'État ou les Congolais construisent. Alors il est question de donner main forte à un Congolais qui est consciencieux, qui investit ici dans ces pays et puis qui est très jeune. Alors jeune que je suis, je ne peux que porter ma voix à un jeune dont j'ai cité les noms, Israël Verson Mundaza, qui est patron du groupe L'Elpanimier, qui se trouve vers l'Imété 18e. Donc j'ai voulu, par le trichement des kiosques, qui est un très grand tremplin, de pouvoir passer ces messages et puis par ricochet terminer aussi pour saluer Madame Yvette Angoussi, qui est une très proche de Fifi Masuka. Elle est très éloignée des caméras, mais une dame très dynamique. Je pense que nous allons parler des choses qui vont permettre à la République d'avancer et puis nous serons très objectifs dans nos analyses. Et puis merci aussi pour votre invitation en tout cas. Très bien. En tout cas, un confrère a perdu la vie. Il s'agit donc des bienvenus, caméramen à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Mais il y a des zones d'ombre, un flou, je dirais même artistique, autour de sa mort. Plusieurs versions, plusieurs commentaires, ça et là. Mais on se demande, qu'est-ce qui a causé sa mort, en fait? Parce qu'il travaillait avec le général Israël Kantou.
le général Aïe a donné sa version, le fait. Mais d'autres collègues également ont y donné leur version. Qu'est-ce qui a suscité la mort de ses collègues, Gérard Lemba? Eddy, nous vous en remercions. Si tu permets, j'annonce à tous nos lecteurs que la symbolique endure, hein, le magazine, le numéro mensuel est déjà sur le marché, donc vous pouvez... Avec à la tête Eddy Yeli Moulaye. Bien sûr, oui, c'est-à-dire que nous avons tenu à ça c'est le nouveau numéro du magazine Eddy Yeli. C'est le numéro 0 ou pas? Non. Nous sommes déjà dans plus de 20 déjà. Ah, tu fais partie. Ah, d'accord, donc c'est pour justement, on a tenu à marquer un peu cet événement de réveillon. C'était au terrain Bondo en Guéry, où nous avons vu un événement, on s'est dit, à part ici en Guéry, puisqu'il a fait ça par rapport à sa base, hein, de la FUNA que vous connaissez bien, qui est composée de 7 communes. Mais je me suis dit, ou d'autres encore, je ne parle pas de Kinshasa, je parle de la RDC en général. Un bienfaiteur a aussi agi de la même manière. Alors c'est comme ça que vous allez voir, c'est bien mentionné, les records du social. Donc il en a fait ça non pas comme étant le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, mais comme étant un individu, un bienfaiteur, connu comme étant le papa social. Ce qui m'a marqué, c'est plus l'organisation. Commencer à faire la distribution de 8h jusqu'à 4h du matin. Je me dis que ce n'est pas donné à tout le monde. Il a parlé de 10 000 sacs et de 10 000 cartons de poulet, sans discrimination tribale, sans discrimination raciale, en priorité aux personnes avec handicap, comme aussi au troisième âge. Tout ça, j'étais témoin. Je me suis dit qu'il fallait quand même que nous, à l'équipe de la symbolique, nous ayons à... L'équipe à reconnaissance, en fait. J'étais là en reportage. Oui. Moi-même, j'étais là, j'ai assisté, j'ai vu. Donc, quand pour le compte de la revue. Exactement. Donc, voilà. Et puis, je reviens un peu à ces sujets assez frustrants de perdre un professionnel pendant l'exercice de son travail, qui est bienvenu, que je connaissais bien, un garçon très doux, un garçon calme. Les mots nous manquent parce que jusque-là, on n'a pas encore la vraie version. Il y a diverses versions jusqu'à l'annonce de sa mort. Quelqu'un qui était, pendant l'exercice de son travail, puisqu'il venait des reportages, ce que j'ai appris, vers Tséléou Maloukou, et dans les cortèges, il ne s'est pas senti bien. Il a demandé qu'il ne rentre pas à la maison. Mais tout ce que nous avons appris de la maison et de ce qui s'est passé à l'hôpital, il a vraiment enquêté. Il a vraiment enquêté que la chose ne passe pas comme ça. Hein. Il y a ce qu'on appelle des morts naturelles. Mais quand j'apprends que son grand frère était déjà prêt à tonner, son grand frère voulait un peu savoir plus et qu'il n'était pas malade, je me suis dit, c'est la famille qui est mieux placée peut-être pour nous aider à rétablir la vérité. Hein, bienvenue ne peut pas disparaître aussi brutalement. Non, ça ne s'explique pas. Il venait de son travail. Donc c'est pendant son travail qu'il s'est mal senti. Mais tout ce que nous avons appris, j'insiste, tout ce que nous avons appris nécessite ou nous oblige un peu à piocher, hein, pour savoir un peu c'est quoi la vraie version. Ça doit être mis sur la place publique et la justice doit se saisir. Moi qui vous parle ici, j'ai eu déjà à appeler notre président de l'UNPC, hein, qui m'a dit de le faire en écrit, mais je ne sais pas bien le faire tant que je n'ai pas encore recueilli tout, mais à titre d'information, puisqu'il n'était pas... J'ai également encore appelé Jean-Marie Kassamba, qui est notre président urbain, vous connaissez. Donc c'est pour vous dire que ça nous choque. Hein, bienvenue, ne peut pas dire... J'ai eu à travailler avec lui plusieurs fois dans les reportages. Je ne vois pas un homme conflictuel. Hein, il ne s'expose pas. Est-ce qu'il était au courant de quelque chose, ou il était devenu un témoin gênant pour être détenteur d'un secret? En tout cas, que la justice nous aide un peu à rétablir cette histoire, que ça ne se passe pas ainsi. Hein? Surtout la famille doit nous dire
quelles étaient ces dernières plaintes. Donc faudra-t-il admettre qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle en fait? Ben, demandez le Je ne sais. Il faut faire le tout. La question de qui est coupable, je ne sais pas répondre. Mais au moins, quand vous avez déjà 3, 4 versions, hein, ça, on s'est dit, on doit quand même nous aider. Et ce qui est mis en cause, c'est qu'il travaillait, il était, comme on dit, personnel d'appoint auprès du général. Donc il était en équipe avec l'équipe de cortège. Israël Kantou. Israël Kantou. Oui. Alors, je me dis que c'est dans la police que nous pouvons avoir les meilleurs détectives. Hein, donc, pour nous aider un peu à bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. S'il était peut-être dans un cabinet politique, nous allons juste recourir à la police. Mais maintenant qu'il travaille à la police, donc ça devient un peu plus clair. Le général, peut-être, je suis sûr qu'il est déjà au courant d'après ce que j'ai appris. Il va peut-être commencer à poser des questions à tous ces policiers, peut-être pour aider maintenant la police. En tout cas, il y a trop de suspense. Trop de suspense. On ne sait pas tout relayer ici, mais une chose est vraie, c'est qu'il y a l'anguille sous roche, comme on dit. Oui. Il y a l'anguille sous roche, bienvenue, mort, et que j'apprendrai encore, ça je dois le dire, les motards qu'il a transportés à la fin, et que bienvenue l'aurait soufflé à ces motards-là, on l'avait projeté. Oh. Ouais, un peu. Donc c'est l'une des versions. Donc, on peut encore prendre l'autre, surtout son grand frère. Vraiment, nos familles, aidez-nous un peu à être un peu plus clair quelles étaient ces dernières déclarations. C'est là peut-être la justice. Exiger l'autopsie. Oui, l'autopsie, oui, mais on doit, jusque-là, on n'a pas, on n'a rien. Je profite peut-être de votre micro pour annoncer que Thierry Kassongo, qui était plus proche de Bienvenue, est presque en cavale déjà. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que semble-t-il que Thierry est au courant de tout. Et qu'il aurait fait déjà un tweet annonçant sa mort, sans citer qui que ce soit, mais voilà qu'il commence à recevoir des appels anonymes pour chercher un peu à les menacer, à l'intimider. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut cacher sur la mort de notre confrère? Donc quand je le dis ici, c'est vraiment avec larmes au cœur que la justice nous aide un peu. Mais en fait, certaines personnes parlent de la crise des tensions. C'est possible. Par accident. C'est possible. J'ai parlé que la mort naturelle existe en médecine. Et même les médecins qui ont constaté son décès, ils sont aussi mieux placés pour nous aider. Mais la panoplie de versions que nous avons eues sur son décès nous amène un peu à nous inquiéter pour un peu savoir un peu plus. Mais lors de son incapacité à produire en fait son reportage, il semblerait qu'il était avec les généraux. Et le général a eu à récupérer ses caméras, compte tenu de son état de santé. Donc, c'est pour dire quoi en fait? Là, c'est la série des conditionnels qui commence. Hein. Il semblerait peut-être, mais au moins, il y a bon nombre de confrères qui ont déjà commencé, ont déjà amorcé à piocher sur son décès. Et avec l'aide des réseaux sociaux, pourquoi c'est aussi une très bonne source d'information. Oui. Et une fois qu'il s'est publié, dans les commentaires là, vous verrez certains témoins oculaires ou auriculaires auront donné peut-être leur version. Ça va un peu nous aider pour savoir un peu. La force reste à la loi. La force reste à la loi. Nous, on ne suspecte personne puisque on n'a pas tous les contours, ça peut être une mort naturelle, mais on s'est dit, les versions que nous avons eues, ça doit être connu de la justice, et la justice est mieux placée, peut-être pour rétablir. Très bien, mais Gondi, vous avez suivi, hein? Oui, c'est la mort tragique de notre confrère, alors qu'il était dans l'exercice de son métier. Caméraman à la RTNC, il travaillait avec le général Israël Kantou. D'emblée, le collègue est décédé. Il y a plusieurs versions à propos de sa mort. Attendre Gérard Lemba, faudra-t-il admettre que c'était une mort naturelle?
Donc, je m'incline d'abord sur l'illustre disparu. Et moi, je pense déjà au départ, sur le plan de droit, c'est dans le ressort de droit social, droit du travail. Oui. C'est considéré comme accident de travail. Premier élément. Deuxième élément, puisque la charge incombe à son patron. Oui. Donc à l'entreprise, à la fois à la RTNC et puis à la police, pour prendre en charge tout cela. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui pour éviter toute spéculation, le passage obligé, c'est l'autopsie. Il n'y a que les médecins qui peuvent déterminer de quoi il est mort. Sinon, le reste sera spéculation de l'extérieur. C'est quelle que soit la version, la bonne sera celle qui sera donnée par les médecins légistes. Voilà ce que je peux dire en ce moment sur cette question. Mais c'est vraiment lamentable que notre pays, que nos entreprises, nos institutions soient gérées dans le flou. Voilà. Choumaïlé, avez-vous quelque chose à ajouter? Bon, c'est toujours alarmant et puis écœurant lorsque un être humain décède. Vous savez, au-delà d'être politique, scientifique, la première casquette, on est humain. Alors, tout être humain, il a ces sentiments-là en lui. Lorsque un autre être humain quitte la terre des vivants, automatiquement, la première des choses, j'ai dit, préalablement, c'est alarmant et puis c'est écœurant. Et ce qui ressort une certaine ambiguïté, c'est parce que les circonstances de sa mort, au fait, vous dites, il revenait du travail. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et plusieurs versions autour de sa mort. Moi, je pense que lorsqu'il y a plusieurs spéculations, comme M. Gandhi a dit, il faut entamer une procédure. Cette procédure avec les médecins légistes, Oui. qui fait à ce qu'on puisse examiner le corps. Après examination du corps, alors il faudrait dégager la culpabilité. Alors la question pour dégager la culpabilité revient à la structure judiciaire. Donc il faut conduire l'affaire à une structure judiciaire. Aujourd'hui, Mais vous ne voyez pas qu'il appartient aussi au général de nous éclairer, hein, d'éclairer la lanterne. Ben, je pense que des uns et des autres. c'est un mea culpa. S'il éclaire la lanterne, c'est un mea culpa. Je pense qu'il faudrait que les instances appropriées s'en saisissent du dossier. C'est à partir de là où il va aller éclairer l'opinion, si vous vouliez. Parce qu'actuellement, s'il éclaire l'opinion, c'est un mea culpa. Donc je pense que ça sera une très mauvaise... Si j'étais dans sa cellule de communication, je dirais qu'il reste silencieux au moment venu, lorsqu'il va être convoqué par les instances judiciaires, parce qu'il faudrait se dire que lorsqu'on est dans une zone infractionnelle où il y a un flou autour de sa personne, automatiquement, on doit répondre comme citoyen devant les instances judiciaires. J'ai aimé ce que le co-débatteur a dit, qui n'est pas capable de dégager la culpabilité. Alors la question de dégager la culpabilité ne nous revient pas, non plus au président de la République, non plus au ministre, mais cette question de dégager la culpabilité revient à une structure, à un pouvoir, le pouvoir judiciaire. Alors je pense qu'il faudrait au préalable des éléments, les éléments qui vont permettre à ce que le pouvoir judiciaire fasse son travail. Les premiers éléments, c'est les versions, je dis au pluriel, les versions qui sont autour de la mort de notre compatriote. Et la deuxième des choses, c'est une version qui sera plus appropriée, une version qui sera plus légale, c'est la version de l'autopsie par le médecin légiste. Donc c'est à partir de ces éléments que la justice peut maintenant éclairer l'opinion, d'où maintenant, lorsqu'il y a ces éléments, on va convoquer toutes les personnes qui ont été avec lui. Le général, les personnes qui ont côtoyé pendant ces derniers moments de travail, c'est à partir de ces moments. Mais moi je pense que dire au général en ces moments, faire une déclaration autour de sa mort, une conférence de presse, tout ce que vous voulez, moi je pense que c'est un mea culpa. La meilleure des choses, il doit attendre, il doit aller répondre devant des structures, une structure appropriée, dans un cadre aussi approprié. Donc c'est ce que très bien. Et si tu permets, oui. Nous qui sommes de la Bible, nous avons un verset qui dit rien de caché ne restera secret. C'est pour dire que il y a certes la vérité judiciaire. On aura au moment s'il y aura procès peut-être sur le cas de CDC ici, mais au moins il y a encore ce qu'on appelle la vérité historique, hein, pour dire que si la justice peut faillir pour nous donner la vraie version, le temps reste à notre Dieu. Pourquoi je dis ça? Il y a des détails qui nous inquiètent un peu, hein, oui. Surtout les appels que reçoit Thierry. Pourquoi Thierry peut se retrouver déjà en danger, hein, où ils doivent recevoir des appels pour dire que non. C'est parce qu'il détenait peut-être une part de vérité. Non, quand vous le dites déjà à quelqu'un, oui. Vous venez de sortir du palais du peuple,
Vous voyez un peu, donc pour vous dire qu'il est tenté d'être espionné. Mais les connaissants, Thierry est peut-être mieux placé, peut-être. Moi, je l'appelle Thierry, il ne sait plus me prendre le téléphone. Donc c'est l'occasion de le dénoncer pour dire que la mort de notre confrère Bienvenu reste suspect et que la justice doit vraiment nous aider à faire son travail, à trouver un peu. Si c'est la mort naturelle, bien sûr, on ne va rien faire. Mais au moins, tout ce que nous avons comme plusieurs versions nous pousse, en tout cas, nous contraignent à chercher un peu, à savoir plus. Très bien. Changeons de registre, M. Gondi. Oui. Crise des transports dans la ville-province de Kinshasa. Faudra-t-il alerter sur les conséquences sociales de cette crise? Et cette crise, on en a parlé plusieurs fois. On a même plusieurs fois esquissé quelques possibilités de réponse à ce problème de transport. Nous sommes la seule capitale où l'État ou la ville n'ont pas de moyens de transport pour mettre ça à disposition du public. Plusieurs fois, nous avons recommandé ici, et dans d'autres médias également, l'achat par l'État de bus entre 2 et 3 000 bus pour essayer de faire fonctionner cela au niveau de la ville de Kinshasa, en projetant aussi la gestion de ces bus et dire que les bus qui viennent du centre-ville ne doivent pas aller à Tchangouni, dans d'autres contrées, doivent rester au niveau du centre-ville et que les bus qui viennent d'ailleurs ne puissent pas rentrer au niveau du centre-ville, avec possibilité d'avoir aussi un tarif unique entre 1000 et 1500, je voulais dire dollars, francs. Ça va être catastrophique. Vous l'avez reçu ce matin. Donc, on a esquissé comment organiser dans le bon sens et puis pour rendre la fluidité au niveau de la circulation. Ils n'ont jamais entendu. On salue quand même l'achat de plus de 400 bus Esprit de Vie. Mais moi, j'ai dit, ça viendra se rajouter aux bus, minibus qui existent encore ici sur Kinshasa. Ça ne viendra qu'amplifier la situation de difficultés de circulation. Au lieu d'acheter des petits bus là, de 20 ou 30 personnes, il fallait acheter des bus à 100 personnes, commencer même par les grands boulevards. Premier contingent, boulevard du 30 juin. Deuxième contingent, boulevard de 24, et ensuite Lumumba, etc. On aurait pu faire cela en achetant de gros bus. Un bus de 100, 150 personnes, ça équivaut à plus de 7 taxibus. Donc quand on élimine ces taxibus-là, ça fait qu'il y a partiellement une fluidité. Mais pourquoi ils ne peuvent pas... Beaucoup ont vécu en Europe. Certains ont vécu, ont été en Afrique, ou en Asie, etc. Ils ont vu comment fonctionne le système de bus de la ville. La plupart des villes ne fonctionnent pas comme nous, où tout le monde vient de partout, où tout le monde va partout. Ça pose un problème, c'est manque d'imagination. D'ailleurs, on ne leur demande pas d'imaginer. Ils ont vécu des choses ailleurs, qu'ils fassent qu'ici aussi, on ne peut pas inventer la roue. La roue est déjà là. Mais cette situation fait suite à des mesures prises par les autorités urbaines. Et les autorités justifient ces mesures de contrôle par la nécessité d'améliorer la sécurité routière. Mais hier, tout comme peut-être aujourd'hui, oui, on a vu beaucoup ont été contraints de parcourir des longues distances à pied ou de payer des tarifs excessifs également pour pouvoir se déplacer. Vous ne voyez pas que cela montre que les mesures prises n'ont pas suffisamment pris en compte la réalité quotidienne des usagers de la route. J'aime bien ta façon de poser des questions, parce que souvent tu poses des questions, tu as la réponse dans la question. Mais oui, mais c'est des mesurettes. Si on veut être gentil, on appellera ça des mesurettes. C'est des mesures irréfléchies. C'est-à-dire, ils ont un cabinet, ils ont un bureau d'études, je pense. Mais comment ils peuvent prendre ces genres de mesures? Admettons que beaucoup de véhicules n'aient pas circulé aujourd'hui. S'il y avait contrôle réellement, ça aurait fait aussi des dégâts. Puisqu'on demande 5 éléments plus ou moins
pour pouvoir faire en sorte que ces véhicules circulent. Quand on sait que nos policiers n'ont pas cette facilité de gérer les choses, par véhicule, ils vont prendre combien de minutes? 10 minutes, un quart d'heure. Entre-temps, ça va créer des bouchons. Ce n'est pas des bonnes mesures. Il fallait prendre son mal en patience, faire en sorte que attendre 3 mois. Moi, je dis juste attendre même le mois de juin, quand on a fini les 3 quarts de route ou de routes en construction aujourd'hui à Kinshasa ou en réflexion aujourd'hui à Kinshasa, en ce moment-là, ils peuvent faire des contrôles. Ça pose aucun problème. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de routes, de 1. Et on circule déjà mal. Vous venez rajouter, quand vous demandez le contrôle technique, quelqu'un qui a fait son contrôle technique, s'il y avait des réparations à faire, il les fait. Mais quand il va encore introduire sa voiture dans la circulation des routes qui ne sont pas bien faites, ça va encore faire décliner la voiture. Ça pose un problème. Attendons le mois de juin. En ce moment-là, prenons des mesures appropriées. Et là, ça se comprendra. Donc, pour le moment, je pense qu'il faut surseoir cette mesure. Les 3000 agents qu'ils ont recrutés, pourquoi ces agents ne sont pas venus soit à soutenir ceux qui construisent la route pour travailler 24 heures sur 24, aller plus vite pour la construction de ces routes ou la réflexion de ces routes? Pourquoi n'ont-ils pas mis ces gens-là au niveau de la propriété de la ville de Kinshasa? Mais ce serait été un pas aussi des faits dans le bon sens. Pourquoi aller directement par rapport à ça? Donc il y a anguille sous roche. Donc ils veulent très rapidement récupérer cet argent. Pourquoi faire? Puisque l'argent qu'ils ont eu de l'État, l'argent qu'ils ont eu par rapport à d'autres textes, on ne voit pas ce qu'ils font avec cet argent-là. Pourquoi encore chercher à mettre ces citoyens dans les difficultés? Ça coûte au bas mot entre 400 et 500 dollars si on fait le tout. Combien de gens, des agents comme des citoyens touchent 500 dollars par mois? Ils n'arrivent même pas déjà à soutenir leur famille. Vous venez rajouter 500 dollars, sans compter ceux qui payent les études de leurs enfants. On parlera de la gratuité. La gratuité, c'est l'école primaire, ceux qui sont en secondaire payent. Non, mais il y a un problème. On a des dirigeants qui sont dans l'incapacité de gérer la ville. Moi, je pense que s'il y a des gens qui m'entendent, qui se rapprochent de moi, on va monter une école sur la gestion des municipalités, sur la gestion des villes, sur la gestion des territoires. Il y a une incapacité notoire là-dessus. Très bien. John Maélé, je reviens à vous. Kinshasa a connu hier une perturbation des transports urbains. En fait, on a constaté également la rareté des taxis et taxibus sur les acteurs de la ville province de Kinshasa. Cette situation fait suite au lancement par les autorités provinciales d'une opération de contrôle routier renforcée visant bien évidemment d'abord des conducteurs et le véhicule des transports en commun. Si l'objectif affiché aujourd'hui est l'assainissement du secteur, mais également l'amélioration et la sécurité routière, vous ne voyez pas que les conséquences sociales ont été immédiates pour les usagers de la route? Certainement oui. Vous avez répondu à votre question. Les conséquences sociales ont été immédiates. Vous avez répondu directement. Mais dans cette question, je vais un peu essayer de ramasser 4-5 histoires que M. Kandi a dit, parce que je pense que sur cette question, je pense et je suppose que nous allons tous cogiter de la même manière, parce que c'est un fait qui nous touche tous. Alors la première des choses, il faudrait dire aux autorités, je pense qu'ils connaissent ça, peut-être ils ignorent. Nous avons étudié à chaque fois qu'on doit mettre en pratique des décisions de politique publique. Cela se situe à 2 niveaux. Il y a un niveau, ce qu'on appelle le niveau structurel et le niveau conjoncturel. Par rapport au niveau conjoncturel, c'est ce qu'on appelle dans un français courant les décisions à court terme. Ces décisions vont faire à ce qu'on puisse remédier à une situation qui frappe la société ou qui frappe l'État. Et les décisions qui sont du plan de vue fonctionnel, ce sont des décisions à long terme. On prépare des besoins qui sont à long terme on prépare des besoins qui sont à long terme pour remédier à une crise quelconque. Oui. Alors, concernant la ville de Kinshasa, vous allez concevoir et vous allez comprendre que la question qui concerne les transports, au fait,
ne fait qu'embrouiller les paisibles Quinois que nous sommes. Alors, lorsque je dois réfléchir dans mon intérieur, la première question que moi je me pose, que font les autorités urbaines pour remédier à cette crise qui est permanente? Il doit y avoir des décisions conjoncturelles, des décisions qui doivent remédier directement, toucher directement au problème. D'où vous allez comprendre que les décisions qui se prennent concernant le domaine des transports ne sont pas des décisions qui sont conjoncturelles. Par exemple, M. Gandia parlait d'un domaine de circulation qui est les transports aujourd'hui. Alors, si on fait un constat qui est très grabataire, un constat même les communs des mortels peuvent le faire, dans le domaine des transports, qui domine entre l'État et les privés? Ça, c'est un constat qui est très grabataire. Qui domine? Vous allez constater que c'est les privés qui dominent. Or, lorsque le privé domine, les privés prennent l'ascendant sur l'État, les privés deviennent capricieux, parce que les privés, ce sont des capitalistes. Ils sont à la recherche du lucre. Si vous vouliez, ils sont à la recherche de l'intérêt. Oui. Or, c'est l'État maintenant qui vient millimétrer ces intérêts-là. Or, l'État est dominé par le privé. Les intérêts ne sont pas millimétrés, parce que le privé, lui, il est à la recherche du lucre. Il faut aussi signaler au commun des mortels que le domaine des transports, c'est un domaine libéralisé. Alors, lorsque nous avons déjà ces premiers défauts, sur la route, à 98,9%, ce sont les privés qui opèrent dans ces secteurs, plus dans les secteurs routiers, automatiquement, il y aura des caprices. Je demande à l'autorité urbaine, vous avez vu dans le passé, ça c'est un cas un peu particulier, dans le passé, nous avons eu Transkin et Nutranskin. C'était une société des transports particularisée pour la ville de Kinshasa. Oui. Aujourd'hui, la première des choses que l'État congolais doit faire, de la ville de Kinshasa, c'est d'abord rivaliser avec le privé. Comment rivaliser? C'est en créant une société de transport qui va faire à ce que lorsque l'État... En dehors des Transco? Non, Transco c'est national. Oui. Hein, Transco c'est national. Parce que dans une ville, nous sommes dans la décentralisation. Si on était plus compétent, si les autorités, des administrations, des entités territoriales étaient plus compétents, il y allait même avoir des sociétés de transport pour les municipalités. Les municipalités, aujourd'hui, ce sont les communes. Alors, si partons dans cette dynamique-là, il n'y a pas ça. Alors, minimum pour la province, parce que dans le passé, nous avions eu à vivre ça. Minimum pour la province, je dis à M. Bouba, c'est simple. D'ailleurs, pour la ville de Kinshasa, il y a plus de crédibilité. Vous pouvez aller en Indonésie, en Chine ou en Inde, vous faites un partenariat avec une entreprise, vous dites, bon, donnez-nous 300 bis, on vous paye par tranche. C'est une décision qui est conjoncturelle, qui impacte directement. Lorsque les bis arrivent, automatiquement, le coût de transport va faire à ce que le privé puisse baisser. Oui. Parce que lorsqu'il y a concurrence dans les marchés économiques, si vous voulez bien, au fait, chaque personne commence à regarder qu'est-ce que mon concurrent a fait, qu'est-ce que l'autre a fait. Mais ici, nous sommes dans un marché qui est monocaméral. Au fait, il n'y a que les privés. Il y a le monopole. Il n'y a que le monopole. Mais Joe Maëlé, il y a une grille tarifaire. S'il vous plaît, je voulais juste vous relancer en fait. Il y a une grille tarifaire connue de tous. Mais ces grilles n'est pas du tout respectée. Vous ne voyez pas qu'il faudra aussi une prise de conscience de la part des chauffeurs qui devaient en principe respecter quand même les mots d'ordre établis à travers ces grilles tarifaires pour ne serait-ce que permettre la mobilité des transports. Si vous demandez aux économistes, ils vous diront les socialistes et les capitalistes ne fonctionnent pas de la même manière. L'État est un socialiste et les privés sont des capitalistes. Les capitalistes sont les capitalistes. Mais cela ne constitue pas un plaît, non. Il y a des défaillances. Respecter il y a une défaillance établie. Non, au fait, moi je n'encourage pas ce que font les chauffeurs. Oui. En fait, je suis en train de dénicher les problèmes et l'étaler. Il y a une défaillance. Du moment où ce sont les privés qui monopolisent. Aujourd'hui, si on pouvait avoir un 50-40, l'État allait rapidement s'imposer dans ces domaines. Mais on a un 98 à 2%. Comment est-ce que vous vouliez qu'il y ait respect? Parce que ces personnes-là sont si protégées par la loi. Deuxièmement, cette question qui concerne les contrôles techniques, l'achat de certains documents de transport, moi je pense que c'est irréfléchi par rapport au contexte. Pourquoi? Ces gens-là, lorsqu'ils travaillent, quelle est la garantie que l'État donne à ces gens-là lorsqu'ils travaillent? C'est tous ces transports en privé.
Combien il faut entrer, vous ne savez même pas. Et vous demandez qu'ils puissent payer un coût qui relève le minimum, c'est à $500. Un taxi qui travaille chaque fin du mois, lui, il met $200. Il fait entrer $200. Vous lui demandez de payer 500. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut mûrir. C'est pourquoi lorsque nous venions dans le bus, je parlais avec mon frère Prince. Je lui disais, est-ce que les autorités autour d'eux, parce que dans les cabinets, il y a ce qu'on appelle des conseillers, là, ils sont là. Est-ce qu'ils ont les temps de réfléchir? En Sciences Po, j'ai fini par là, il y a une théorie des inputs et les outputs. Les inputs, ce sont les différentes doléances et problèmes qu'ont la population. Ces problèmes font quoi? Ces problèmes entrent dans la boîte noire qui sont des structures politiques, des structures gouvernementales. Et lorsque le problème entre, il y a un processus d'élaboration des politiques publiques qui deviennent des répondants. Alors, ces répondants-là viennent résoudre les inputs. Alors, quand ça sort, ça devient les outputs. C'est compatible aux doléances qui sont entrées. Aujourd'hui, nous avons des doléances, non? On vous a dit on a un problème de circulation des transports. D'ailleurs, on a un problème aussi de diversité des transports. Ce sont des inputs qui sont entrés. Quels sont les outputs compatibles à cela? Vous comprenez qu'on nous amène des outputs, donc les répondants du gouvernement, des gouvernants, qui ne sont pas compatibles. Ben, je pense que c'est compatible à d'autres cieux, mais ici à Kinshasa, ce n'est pas compatible. Très bien. Je reviens à vous, Gérard Lemba. L'amélioration de la sécurité routière est un objectif légitime et nécessaire, bien évidemment. Toutefois, la manière dont ces contrôles ont été appliqués, vous ne voyez pas que cela pose un problème. Une politique publique, même justifiée, doit être mise en œuvre de façon progressive et humaine, telle qu'elle a dit Joe Maele. Mais lorsqu'elle entraîne en fait une paralysie dans ce domaine des transports presque total, où tout le monde a du mal à se déplacer, vous ne voyez pas qu'elle apporte atteinte au droit à la mobilité qui conditionne l'accès au travail, à l'éducation et aux soins de santé. Il dit, la problématique de la question du transport doit être appréciée d'une manière globale. Oui. Car elle est transversale. Une question qui touche à tous les secteurs de la vie. Tu as parlé de la paralysie, hier nous avons assisté. N'oublions pas que Kinshasa est l'unique ville qui a double statut au départ. On l'appelle ville-province de Kinshasa. Oui. Ce qui fait que les prises de décision ou les décisions que peuvent prendre les autorités urbaines risquent d'être dérangées par rapport aux autorités nationales. Donc voilà un peu le national, je le dis. Donc c'est ça peut-être la grande difficulté. Parce qu'il y a le gouvernement central qui peut décider, qui peut statuer sur la question, mais alors que les décisions prises au niveau de la ville étaient un peu en contradiction. Qu'est-ce que je veux dire par là? S'il faut procéder peut-être à une évaluation du secteur des transports, j'ai entendu beaucoup des autorités, notamment le vice-premier ministre en charge du transport. Quand on évalue ce qui nous dérange par rapport à ces transports aussi, il y a l'état des routes, il y a les tracasseries, il y a les embouteillages. Mais maintenant que la décision vienne pour motiver ou inciter les usagers du transport à se conformer, c'est-à-dire à payer leurs frais. Mais il y a lieu de se demander si parmi tant d'autres écueils déjà cités, si on a où nous en sommes avec la question des embouteillages par exemple. Pour prendre cette décision aux frais, nous ne prêchons pas l'incivisme fiscal ici, mais au moins on devait quand même évaluer, dire où nous étions avec les embouteillages et où nous en sommes. C'est ça l'évaluation. Et la décision viendra trouver toute
sa teneur ou sa force par rapport à ce que vous avez déjà eu à évaluer. Donc, c'est pour dire simplement que la paralysie constatée hier a eu des conséquences multiformes. Hein? Il n'y a pas que le travail, comme vous avez dit. Mais si je peux me poser la question, le Trésor a perdu combien du fait qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont présentés au travail? Vous voyez, ce sont des petites questions que la rationalité nous oblige un peu à se poser. Nous avons perdu combien? Le confrère l'a bien dit, c'est que c'est le secteur où l'État est presque absent. On dit presque, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Il y en a au moins, mais en termes de pourcentage, cela est très minime. Où les décisions à prendre pour les frais en question. Tu as parlé de 3000 agents déployés dans la ville de Kinshasa. Mais il n'y a pas 2 mois, si je n'ai plus en tête. Je viens de lire un article où on avait dénombré 3500 faux agents de transport qui procèdent à des tracasseries routières. Vous voyez un peu. Malheureusement, c'est presque les mêmes chiffres qui viennent un peu. Donc, on doit quand même chercher premièrement à savoir que ce que nous avons toujours connu il y a 2 ou 3 ans, par rapport en termes d'embouteillage, qu'est-ce qui a été pris comme décision et quelles sont c'est pas les routes qui viendront peut-être, les routes secondaires qui viendront peut-être désengorger la fluidité ou la mobilité. Mais face à cette grève déclenchée par les agents, en fait, les transports, en fait, les chauffeurs des transports en commun, Daniel Bumba, autorité provinciale, il a adopté particulièrement un ton ferme. Celui qui s'oppose à sa décision, cela constitue comme étant une rébellion. La fermeté doit avoir aussi son sens d'humanisme. Il dit, quand tu prends ne serait-ce que les motards ici, ils deviennent de plus en plus incontournables. Et ils sont là en appui à ce qui pouvait être peut-être les décisions de l'État ou peut-être la logique de l'État. Alors, quand vous voulez prendre une décision contre ces secteurs de Wewa, comme nous avons l'habitude de dire, mais il faut mesurer, prendre tout le contour. Prendre tout le contour. Combien de quartiers aujourd'hui dont l'accès est presque un impératif par rapport à Wewa. Aucun véhicule ne peut accéder. Donc, la fermeté, je trouve que ça n'aura pas de sens. Les frais, ce qui est regrettable en tout cas, nous avons entendu ce que les divers frais liés au secteur des transports, on veut l'imposer d'une manière aussi globale, une fois pour toutes. J'ai essayé de vérifier. On me dit que quand vous prenez les tout, 500. Ça fait 500, merci, 500. Ça fait 500, 600 $. Mais quand même, si nos autorités savent au moins les minimums, comme on dit, c'est les quotas, les targets. Pas les targets. On nous parle de... Nous sommes comme pays sous-développé, nous vivons en deçà de $2 par jour. Les Wewala, ils gagnent combien par jour pour que vous preniez aussi une décision? Certes, il y a eu des préavis, c'est ce que j'ai appris, mais au moins, on pouvait séquencer. Vous dites que nous prenons ne serait-ce que telle taxe, d'accord? Conformez-vous par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on crée ce que nous assistons comme tracasserie par rapport aux agents de transport. Ça, c'est de la pure anarchie. Il y a lieu de se demander si c'est vraiment des agents de transport ou des voyous qu'on met pour déranger ne serait-ce que les Wewala. Et notre fait, nous constatons, c'est que les agents en question, même si c'est une jupe assez luxueuse, qui est en infraction vous allez voir que l'agent se réserve toujours pour venir dire n'importe quoi. Mais quand il s'agit de Wewa ou il s'agit de Ketch, directement il gifle. Directement il dégonfle le pneu. Ah, j'ai assisté à ça hier. Donc ces complexes-là, tout doit être mis sur la place. C'est dû peut-être par rapport à leur comportement sur et c'est terrain.
Et ceux qui sont dans les jeeps, eux au moins, ils sont toujours... Peut-être qu'ils se comportent mieux par rapport aux... Nous avons entendu l'histoire du cortège du Premier ministre ici, dont les souvenirs restent encore frais dans notre mémoire. Donc tu te rappelles, donc c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de durcir des mesures à un moment aussi compliqué. Hein. Kinshasa reste la ville, les gens apprennent des nouvelles à partir de Kinshasa. Au moins on peut épargner, à supposer que vous avez un malade ici à l'hôpital et qu'on vous donne une ordonnance et vous ne savez pas prendre un transport. Pourquoi? Parce que la ville est paralysée, faute de transport. Vous pensez que si des CIA, vous n'êtes pas comme l'État ne serait pas responsable de citer dans cette affaire-là. Maintenant, il y en aura combien dans toute la ville? Très bien. Changeons de chapitre. Parlons cette fois-ci de la situation de l'insécurité à l'est du pays, avec la prise de Goma. Ça fait pratiquement une année que Goma est entre les mains des rebelles. Mais c'est Gandhi. Oui. Y a-t-il à espérer envie de reconquérir cette ville qui appartient à la République démocratique du Congo? Je répondrai 30 secondes juste pour le premier point. Si j'avais à conseiller dans l'immédiat, il y a plein de conseils. La ville et l'État, ils ont acheté plus de 460 bus. Pourquoi n'avoir pas donné ces bus à l'hôtel des villes? Avec cette opération-là, ça aurait pu être l'occasion de se débarrasser de ces taxis-bus-là qui ne respectent pas la loi. Ben, prendre ces bus-là, les 400 et quelques, de faire circuler pendant... Joe Maël a parlé de la décentralisation. Il y a l'autonomie aussi. Mais c'est ça, c'est ça. Où la ville devait aussi... Oui, il y a de moyens. C'est ça. Moi, je dis qu'au lieu que l'État... L'achat de ces bus. Au lieu que l'État donne ces bus-là aux particuliers qui ne payent même pas leur traite. Qui ne payent même pas leur traite. Il fallait donner ça à la ville avec injonction de travailler en collaboration avec l'État pour rembourser cet argent-là. Ça aurait pu être l'occasion de se débarrasser de ces taxis jaunes qui ne respectent pas les tarifs. L'État allait imposer un tarif unique entre 1000 et 1500, quel que soit le trajet. Ça aurait contenté tout le monde. Cette occasion-là, on se serait débarrassé de ce tombeau ouvert où il n'y a aucune sécurité. Les gens sont comme... même les bêtes, on les respecte. Les vaches, on les respecte. Les moutons, on les respecte. Ils sont sur des bords. S'il y a un accident, ce sera catastrophique. C'était l'occasion. Pour dire que les gens ne réfléchissent pas. Ceux qui réfléchissent, ils ne veulent pas les employer pour leur donner des solutions à certains problèmes, etc. Voilà, même ça, ils étaient incapables de réfléchir. Pourtant, c'est le béaba. Très bien, pour répondre à la question, moi j'ai dit ici plusieurs fois dans d'autres médias, Maïndombe. J'ai dit, quand j'ai parlé de Blackwater, les gens m'ont rigolé au nez. J'ai dit, les Blackwater sont déjà au Congo depuis un moment. Kagame, il lui reste des jours, on peut compter les jours qu'il lui reste au Congo. Vous avez vu, pour Ouvira, il a fallu simplement d'un coup de fil de vice-président américain. Ils ont dégagé. Là, il y a une décision qui a été prise au niveau du Sénat américain, du Congrès américain. Mais il est question que Kagame quitte aussi les Kivu, quitte aussi Goma. Au moment où je vous parle, ils sont en train déjà de quitter Bukavu. Ils sont en train de quitter aussi quelques contrées de Goma. La décision est prise. On lui a donné 10 jours. Entre les 2 jours qui viennent de s'écouler, il reste une semaine. S'il n'obéit pas, il sera chicoté, je vous l'ai dit ici. Non, il n'y a plus... Il y a des raisons d'espérer, ils partiront. Les Wazalendo en appui avec... Mais que deviendra Nanga et Sultani? Mais ils sont aux abois. Que deviendront? Ils sont tous déjà aux abois. Les Kabila, les Nanga, les Sultani, tous ils sont aux abois. Ils ne savent pas où donner de la tête. Ils ne savent pas où aller. Les Blackwater, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Ils ne viennent pas pour célébrer une messe. Hein. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils vont les terrasser. Aujourd'hui, on a le contrôle de toute la communication au niveau de l'Est. Ce que le Rwanda gérait au départ. Aujourd'hui, c'est les Blackwater qui viennent en appui de ce côté-là, avec les Israéliens, avec les Américains. On contrôle toute la télécommunication. C'est avec ça qu'une armée peut gagner la guerre. Sans cela, ils ne peuvent rien. Le Rwanda, c'est fini. Kouajik.
Toi, tu comprends. C'est fini avec le Rwanda. Doha. Est-ce que vous entendez encore parler de Doha? C'était une supercherie. Aujourd'hui, c'est l'application de la résolution, l'accord de Washington, qui d'ailleurs s'est associé avec la résolution 2773 et la dernière résolution 2808. Oui. Dont à la tête des forces des Nations Unies qui viennent au pays là, il y a un Américain. Il y a un Américain. Mais aujourd'hui, c'est l'Amérique. Même le pape, c'est un Américain. Les gens n'ont rien compris des symboles. Hein. Et puis ils prient, mais ne comprennent pas les symboles. Même le pape, c'est un Américain. Celui qui est à la tête des forces des Nations Unies au Congo aujourd'hui, c'est un Américain. Aujourd'hui, celui qui est en train de gérer Mandombe, c'est-à-dire Blackwater, c'est un Américain, même si les forces viennent de Colombie et autres. Cette histoire est finie. Moi, ce que j'ajoute, j'ai dit, c'est que on a des raisons d'espérer pour la fin de la guerre. Là, d'ici le mois de mars, on n'en parlera plus. Mais j'ai demandé, nous étions nombreux, nous sommes nombreux à demander à l'État, malgré tout ça, il faudra nous organiser, recréer une bonne administration, non seulement nationale, une bonne administration, même des administrations provinciales. C'est-à-dire, si on n'a pas cette ossature de la colonne vertébrale d'une administration bien gérée, bien construite, on aura toujours des problèmes. Tchomaïlé, hormis Goma, il y a également Bunagana qui est toujours pris et qui est toujours entre la main des rebelles du M23. Quelle dynamique pour récupérer cette partie du territoire de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, M. Eddy. Alors, moi je dirais à M. Bumba, deux secondes, je dirais à M. Bumba, s'il pense que la décision qu'il a prise, c'est une décision réfléchie, je pense que il est à côté. Alors, une bonne décision doit être nourrie par des éléments de langage. Lorsque mon frère parlait, il a fait le travail d'un chargé d'études. Je pense que c'est le chargé d'études de M. Bumba qui doit faire ce travail de récolter. Moi, j'ai étudié qu'une décision rime avec les réalités sur le terrain. Même les lois riment avec les décisions qui sont sur le terrain. C'est pourquoi, lorsque les faits sur terrain se modifient, automatiquement, on doit réadapter la loi ou les lois. C'est ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, moi je dirais à M. Bumba, c'est une décision à côté. Une décision qui mérite le fleur pour l'Afrique du Sud, pour l'Égypte ou pour le Maroc, mais pas pour la ville province. Très bien, vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Alors, moi j'ai été toujours très positif, j'ai été toujours très patriote au regard de toutes les personnes qui ont attaqué la République. Moi, je suis resté avec Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. J'ai cru en sa politique diplomatique, j'ai cru en ce qu'il faisait. Aujourd'hui, c'est les résultats. Vous savez, messieurs Eddy, cette guerre a commencé depuis 1994. Cette guerre a pris ses gènes depuis 1994. Tshisekedi arrive au pouvoir, les élections sont en 2018, Tshisekedi arrive en 2019. Tshisekedi fait un vœu. Il dit, il se sentira président de la République, il sentira son mandat réussi lorsqu'il aura terminé la guerre à l'est du pays. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir, nous sommes dans une très bonne phase, une phase ascendante. Alors, Tshisekedi a redéfini d'abord l'aspect facial extérieur de la République démocratique du Congo, parce que nous étions, ça il faut le dire, le Congo était presque isolé extérieurement, diplomatiquement en fait. Mais aujourd'hui, dans tous les grands salons diplomatiques, le Congo est existant. C'est ce qu'il faut dire aussi. Dans tous les grands salons diplomatiques, il y a un narratif qui a été gobé. Un narratif qui s'emploie. C'est que le Rwanda, c'est le pays agresseur. C'est que ses prédécesseurs, que ce soit Mouzé Kabila ou Kabila, n'ont pas pu faire. C'est un narratif qui aujourd'hui a fait à ce que, à chaque fois que Tshisekedi va dans les salons diplomatiques où les autorités congolaises partent, reste figé dans ces narratifs. Et nous sommes en train de voir les résultats sur le terrain. Moi, je suis en train d'apprécier cette politique qui est linéaire, bien fignolée, bien méthodologique, parce que la méthode nous apprend que pour découvrir une vérité, il faut employer un schéma par lequel on accouche une vérité. Donc moi, je suis très positif, je reste très patriotique. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que le mal du Congo serait M. Tshisekedi. Non. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que si Nanga arrive ici, que le pain, il y aura plus de pain, plus de poissons, il y aura
poussement de route comme les champignons. Non, je ne suis pas de ceux-là. Je suis de ceux qui pensent que pour qu'un pays se développe, il faut commencer par une démarche procédurale. Commencer par quelque part et finir par quelque part. C'est ce que M. Tshisekedi a fait. Donc, je suis très positif. Je pense que Goma et d'autres territoires de la République démocratique du Congo seront reconquis et nous allons continuer notre reconstruction. Très bien. Gérard Lemba, je reviens à vous. Un an après, en fait, Goma est toujours entre les mains de rebelles, mais c'est Gandhi parle de retrait. Oui, c'est une information vérifiée. Mais de l'autre côté aussi, le Rwanda reconnaît officiellement qu'il est en collaboration avec le M23. Est-ce que, avec ces retraits constatés, faudra-t-il encore parler du dialogue tel que voulu par la classe politique congolaise? C'est possible de parler du dialogue, mais toutes ces questions-là entrent en jeu. Il dit, tu as bien parlé, nous avons toujours appris de Kagame, et une des raisons ou motifs de sa présence, de son invasion sur nos territoires, c'est la poursuite des FDLR. Mais quand tu dis une année après, il a Menagoma, il a Bukavu, il a Bunagana, il a tous ces massifs-là. Où sont ces FDLR qu'il a toujours prétendu poursuivre? Ce sont des questions ouvertes. Hein. Les FDLR sont nos minéraux, hein, en fait. Non, non. Nos richesses. Je prends la raison qu'il a toujours brandie. Oui. C'est que en RDC, il y a les FDLR qui représentent une menace contre son régime. Le régime de Kigali. Maintenant qu'il a la partie de l'Est, donc c'est plus facile pour lui pour traquer ces FDLR dont le gouvernement n'arrivait pas à traquer. Alors nous voulons peut-être en savoir où est le bilan de ces FDLR-là, puisque lui-même est à Goma. C'est pour montrer que dans toutes les facettes qu'on peut prendre de la question, ils sont au bout du rouleau, ils sont au dos au mur. Je prends encore une autre question. J'ai appris que ça fait une année aujourd'hui, nos fonctionnaires, les Congolais, que nous aimons bien, des Bukavu, c'est pas des Goma, tous ces territoires occupés aujourd'hui, une année après, n'ont jamais reçu leur salaire. Alors que, pour les effets d'éclat, on nous présente que Goma maintenant est propre. Goma est propre, c'est bien beau. C'est bien pour Kinshasa. Maintenant, les fonctionnaires qui sont là-bas, la raison pour laquelle vous vous battez, c'était le bien-être de ces Congolais-là. Ils sont là une année après. Vous puisez dans nos minéraux, dans nos gisements. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme matelas de devises dans les banques? Une année après. Maintenant, vraiment, pour nous blouir, non. Il faudrait présenter Goma comme étant bien balayé. Mais qu'est-ce que vous faites des fonctionnaires? Alors, je prends encore un autre aspect. Je prends encore un autre aspect puisque vous parlez d'une année après. Oui. Maintenant qu'il y a cet aveu, cette reconnaissance du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il en a fait devant qui? C'est ici l'occasion de dénoncer un peu la duplicité de la communauté internationale. Il en a fait devant qui? Les États-Unis, en fait. Il avoue, il reconnaît qu'il collabore avec tous ces mouvements-là pour tel objectif. Maintenant, devant les médiateurs, qui a aussi reconnu que, ou les instances internationales ont reconnu qu'effectivement, les militaires rwandais sont sur notre territoire. Pour quelles sanctions? Quand Gandhi parle dans 10 jours c'est trop. 30 ans après, qui peut nous dire à un seul jour combien nous perdons, comment ils abattent comme Congolais là-bas sur notre territoire? Qui peut nous dire? 10 jours c'est trop. On devait voir une réaction dure et drastique. De la part des médiateurs. Voilà. En fait, je chute, ça c'est une question ouverte pour dire simplement que Kagame venait de remettre en cause la délimitation de nos frontières. Tu as suivi de la déclaration de 2000. Voilà pourquoi je me dis, il ne faudrait pas que la question est vidée de toute sa substance. Je ne prends pas de dialogue. Oui. Je ne prends pas de dialogue. Je me dis, la CENCO, il est cessé. N'a pas un mot à dire par rapport à cette remise. Il faut mettre de côté.
Tu comprends un peu? La Senko et les CC ne sont pas au courant des dernières déclarations de Kagame. Ouais. Ils sont pas au courant. Ils se sont mis dans les mauvais draps. Certes, on nous dit toujours que la gestion est médiocre, la gestion est catastrophique. Maintenant que ce sont nos frontières qui sont remises en cause. Oui. On dit que l'histoire doit être corrigée. Que dit la Senko et les CC? Très bien. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de l'émission. J'ai remercié C'est pourquoi moi j'ai dit que l'ensemble à la Senko de l'équipe font technique la propagation de faux bruits. composée de Bruno Nzinga, Moïse Lelo. J'ai remercié également nos invités, Joe Maele, M. Gandhi, mais également Gérard Lemba, la symbolique. Au nom de l'équipe technique rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon après-midi chez vous. Et le proche